Bonjour, je suis Martin Liederman. Il y a plus de 10 ans, mon associé et moi-même, lors d'une mission chirurgicale au Belize, avons fondé One World, One Vision afin de former des ophtalmologues locaux et d'étendre ainsi notre champ d'action. Nous avons réussi et depuis, notre organisation s'est rendue dans de nombreux pays et a démontré le succès de nos idées. Nous avons ajouté des anesthésistes et des intensivistes pédiatriques à la mission afin de former des médecins locaux et de rendre l'expérience chirurgicale de nos patients plus sûre. Depuis lors, nous avons réalisé que le paradigme d'un patient, d'un étudiant et d'un chirurgien, bien qu'efficace, ne permettait pas de répondre à tous les besoins. Des dizaines de millions d'enfants et d'adultes souffrent de strabisme et d'amblyopie. Nous avons donc décidé de soutenir et de promouvoir un cours vidéo sur le strabisme et l'amblyopie et avons demandé au Dr Bert Kouchner d'élaborer un programme d'études et de recruter des experts internationaux pour donner des conférences. Nous avons demandé que le cours soit traduit en plusieurs langues et distribué gratuitement dans le monde entier aux chirurgiens ophtalmologistes. Nous sommes particulièrement reconnaissants à nos anciens patients et amis qui ont apporté le soutien financier nécessaire pour que notre rêve devienne réalité. Nous sommes ravis que le Dr Kouchner ait accepté de relever le défi et nous espérons que vous trouverez les conférences à la fois stimulantes et éducatives et que vous les partagerez avec vos collègues et vos étudiants. Ainsi, sans plus attendre, je vous présente le Dr Bert Kouchner. Bienvenue aux téléspectateurs dans ce cours complet sur le strabisme, un seul monde, une seule vision, une conférence sur le strabisme en forme d'alphabet. Je m'appelle Bert Kouchner et je suis le modérateur de cette série. Si vous êtes un habitué de ces conférences, soyez le bienvenu. Si c'est la première fois que vous les regardez, je suis heureux que vous soyez là et j'espère que vous les trouverez utiles. La conférence d'aujourd'hui porte sur les schémas alphabétiques du strabisme et je suis ravi que le conférencier d'aujourd'hui soit le Dr Stephen Kraft. Le Dr Kraft est professeur au département d'ophtalmologie et de sciences visuelles de l'Université de Toronto au Canada. Il a publié 122 articles, 47 chapitres de manuels et a fait un nombre impressionnant de 412 présentations lors de réunions. Il a été professeur invité à 56 reprises et a formé 180 boursiers et 220 résidents. Un grand nombre de ces boursiers sont issus de la communauté internationale du strabisme. Le Dr Kraft est bien connu de la communauté internationale du strabisme. En outre, je dirais qu'il est l'un des orateurs les mieux informés, les plus réfléchis, les plus clairs et les plus éloquents dans notre domaine, et je suis sûr que vous apprécierez cette conférence autant que moi. Sur ce, je cède la parole au Dr Kraft. Merci beaucoup pour cette généreuse introduction, Dr Kouchner, un ami de longue date et un érudit à part entière. C'est un plaisir d'avoir été invité à donner l'une des conférences de cette série. Le sujet que l'on m'a demandé d'aborder est le strabisme de type alphabétique. Il s'agit d'une situation clinique fréquente que vous rencontrerez dans le cadre de votre travail clinique sur le strabisme, et c'est quelque chose qu'un grand nombre de patients présentent. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer, mais je déclare toujours un fort intérêt clinique dans tout ce dont je parle. Le plan de cet exposé se divisera en 3 parties. Nous commencerons par les définitions et quelques perles de l'examen clinique. Ensuite, nous aborderons des exemples cliniques
des différents modèles de syndrome alphabétique que vous pouvez rencontrer dans votre pratique. Et enfin, quelques principes et approches et des approches thérapeutiques. Première partie, les définitions et les conseils pour l'examen clinique. La définition d'un strabisme à pattern est un strabisme incompétent qui présente une modification de l'alignement horizontal sur la ligne médiane. Nous devons examiner le schéma de la position primaire au regard vers le haut, de la position primaire au regard vers le bas et globalement du regard tout en bas jusqu'en haut. Nous aborderons chacune de ces différentes composantes au cours de notre discussion d'aujourd'hui. Dans une vue diagnostique 3 par 3 des positions des yeux, les positions primaires, secondaires et tertiaires, les schémas sont définis par cette ligne médiane, le regard primaire vers le haut et le regard primaire vers le bas. Mais n'oubliez pas qu'en analysant la cause ou en déterminant un traitement pour un schéma alphabétique particulier, nous devons prendre en compte toutes les positions des yeux et toutes les mesures dans ces différentes positions primaires, secondaires et tertiaires. Il existe plusieurs variétés de schémas alphabétiques que vous rencontrerez. Elles sont classées A, V, X et diamant. Dans le schéma A, il existe un sous-type que nous appelons schéma lambda. Et dans les motifs V, nous avons les motifs Y, T et aussi la moitié des motifs V ou flèche. Nous présenterons des exemples de tous ces motifs dans les prochaines diapositives. Il y a un changement minimum dans la déviation horizontale qui est le critère pour un motif A. Il s'agit d'un changement minimum de 10 prismes dioptries de plus d'exodéviation ou de moins d'exodéviation entre le regard vers le haut et le regard vers le bas. Et dans le schéma lambda, il s'agit d'un changement minimum de 10 dioptries de la position primaire au regard vers le bas. Parmi les schémas V, le schéma est considéré comme significatif s'il y a au moins 15 prismes dioptries de plus d'exodéviation ou moins d'exodéviation en passant du regard vers le bas au regard vers le haut. Parmi ces sous-types, on trouve le schéma en Y et le schéma en T, où ce changement de 15 dioptries dans la déviation horizontale, plus exo ou moins éso, existe dans la position primaire du regard vers le haut. Le schéma en demi-V, que nous appelons schéma en flèche, présente au moins un changement de 15 dioptries prismatiques de plus ou moins de déviation exo en regard en bas par rapport à la position primaire. Pour un schéma en X, le changement minimum est de 10 dioptries plus exo que la position primaire dans le regard vers le haut et que la position primaire dans le regard vers le bas. Et enfin, le motif en diamant est un minimum de 10 prismes dioptriques plus exo de la position primaire au regard vers le haut et aussi de la position primaire au regard vers le bas. D'un point de vue historique, la littérature mentionne que la fréquence des syndromes alphabétiques chez tous les patients atteints de strabisme peut aller jusqu'à 50%. Dans mon expérience personnelle, j'ai constaté qu'elle était de l'ordre de 20 à 25% des cas. Les motifs alphabétiques ont été notés pour la première fois par Dwan en 1897 et l'incomitance verticale dans le strabisme horizontal a été décrite par Erezzevelia en 1948 et les appellations A et V ont été inventées par Urist en 1948. En raison de l'organisation de ces diapositives, vous verrez que j'ai indiqué les références à lire au bas des diapositives, le cas échéant. Il existe de nombreuses étiologies pour le strabisme, ce qui rend ce sujet assez complexe. Il existe 3 catégories d'étiologie. Premièrement, les causes périphériques ou orbitales, qui peuvent être dues à un dysfonctionnement des muscles obliques, d'un dysfonctionnement des muscles droits horizontaux. Un syndrome alphabétique peut être causé par une malposition des muscles oculaires avec déplacement des poulies des muscles oculaires. Dysmorphisme, avec des changements orbitaux tels que ceux observés dans les syndromes crânio-faciaux,
diverses formes de strabisme mécanique comme le syndrome de Brown ou des troubles de la désinnervation des nerfs crâniens comme le syndrome de Duane. Une deuxième catégorie d'étiologie des schémas est constituée par les causes centrales qui comprennent la perte de fusion avec torsion anormale, divers troubles vestibulaires, y compris la skew-déviation, les troubles supranucléaires ou des pathologies du système nerveux central telles que l'hydrocéphalie et le spina bifida. Soit dit en passant, si vous avez un nourrisson présentant un strabisme, en particulier un strabisme en forme de A, c'est un enfant que vous devriez envoyer pour une évaluation pédiatrique du développement parce que ce type de strabisme est inhabituel chez les nourrissons et qu'il peut signaler une anomalie du système nerveux central. Enfin, il existe une combinaison de causes périphériques et centrales et, d'après mon expérience, il s'agit probablement des étiologies les plus courantes qui comportent à la fois des composantes centrales et orbitales ou des étiologies périphériques. Quelques conseils cliniques pour l'examen de ces patients. Il est très important que les positions du regard soient au moins de 5 degrés vers le haut ou vers le bas à partir de la position primaire. Comme je vous le montre sur le schéma, il faut que la tête du patient soit au moins à 5 degrés au-dessus de la ligne médiane et à 25 degrés au-dessous de la ligne médiane pour que les mesures que vous faites aient une signification clinique. Outre le positionnement de la tête au-dessus ou au-dessous de la ligne médiane, il est également important d'utiliser une cible de contrôle de l'accommodation comme nous le faisons dans les examens standards du strabisme. Une distance de fixation constante pour les mesures, que ce soit de loin ou de près, et elle est définie par les mesures du prisme et du décran alterné avec la déviation complète dans chacune des positions mesurées. En ce qui concerne la physiologie des muscles oculaires, il est important de se rappeler que les muscles obliques ont une action primaire de torsion, mais qu'ils ont une action secondaire d'abduction. Cela va entrer en ligne de compte dans le traitement de ces affections. Les muscles droits verticaux ont pour action primaire l'élévation et la dépression, mais ils ont des actions secondaires d'AD, d'adduction, qui entreront à nouveau en jeu lorsque nous aborderons la thérapie des situations de strabisme. Il existe également une division du travail dans le muscle oblique supérieur, où les fibres antérieures sont principalement orientées vers la torsion, mais les fibres postérieures, comme je l'ai noté ici, sont principalement destinées à l'abduction, ce qui conduit encore une fois à diverses thérapies pour les schémas et le travail sur les obliques supérieurs si cela est indiqué. La situation compartimentale de l'oblique inférieur est moins bien définie et les différentes actions du muscle semblent réparties dans l'ensemble du muscle plutôt que dans plusieurs compartiments. Un autre fait est que la torsion oculaire peut à elle seule contribuer à un schéma alphabétique en modifiant les vecteurs des muscles droits. Ainsi, dans le premier diagramme, vous voyez les muscles droits dans leur disposition normale, mais si l'œil droit, dans ce cas, se tord, le réseau musculaire est perturbé et il y a des vecteurs qui sont modifiés de sorte que les muscles ont d'autres actions qu'ils ne démontrent pas normalement. Ces facteurs peuvent également contribuer à la création de schémas. Ces dernières années, la compartimentalisation du muscle droit a fait l'objet de nombreuses recherches et vous pouvez voir dans ce diagramme schématique comment ces compartiments sont disposés dans les différents muscles. Le muscle droit latéral a 2 moitiés qui recrutent pour l'élévation et la dépression. Le droit médian possède également des compartiments et la moitié inférieure recrute principalement en dépression. Le tiers médial du droit inférieur recrute principalement en dépression. Le droit supérieur est moins compartimenté que les 3 autres muscles droits. Pour les schémas A et V, la première chose à faire en clinique est de rechercher la présence ou l'absence d'anomalies des muscles obliques, qu'il s'agisse d'un excès ou d'une insuffisance d'action. En l'absence de telles anomalies, nous devons envisager
les diverses étiologies que j'ai mentionnées précédemment, qu'il s'agisse de facteurs liés au muscle droit vertical ou au muscle droit horizontal, d'un dysmorphisme orbitaire, d'anomalies orbitaires ou d'autres anomalies neurologiques ou centrales diverses. Un autre aspect important de l'analyse et du traitement de ces affections est de déterminer s'il s'agit d'une pseudo-hyperaction ou d'une véritable hyperaction des obliques. On peut observer ce que l'on appelle une pseudo-hyperaction due, par exemple, à des poulies mal positionnées ou à une mauvaise intervention des muscles droits horizontaux, et il ne s'agit pas d'une véritable hyperaction ou hypoaction des obliques. Vous pouvez constater qu'il ne s'agit pas d'actions obliques en plus ou en moins si vous n'observez pas de déviation verticale dans les regards latéraux. S'il y a une abduction brusque de l'œil ascendant ou descendant lors du regard dans les directions tertiaires vers le haut du côté ou vers le bas du côté et l'absence de torsion au fond d'œil. Pour illustrer cela schématiquement, dans le diagramme du haut, nous avons une hyperaction de l'oblique inférieur gauche et lorsque l'œil se déplace en adduction, il y a une élévation de l'œil, ce qui crée une hypertropie gauche. Lorsque l'œil regarde vers le côté droit, on observe une élévation progressive de l'œil en unisson avec une adduction progressive, avec l'hypertropie qui s'est néanmoins déjà manifestée en position primaire. Contrairement à une pseudo-hyperaction de l'oblique inférieur où, en adduction, il n'y a pas d'hypertropie, et dans le regard vers le haut et l'intérieur, il y a une élévation abrupte, presque ce que l'on pourrait appeler une lame de couteau, où il y a un dépassement abrupt de l'œil avec l'adduction. Il est important de distinguer ces deux possibilités car si vous avez une dysfonction du muscle oblique, comme nous le verrons, le traitement de l'action excessive ou insuffisante devrait résoudre le problème. S'il s'agit d'une pseudo-hyperaction de l'oblique, il n'est pas indiqué de travailler sur les muscles obliques et il faut déterminer l'une des autres stratégies. Un autre point important est que chez les patients qui ont une fusion avec un syndrome alphabétique, ils peuvent adopter une position de tête anormale avec le menton vers le haut ou vers le bas pour trouver une position de fusion et il est important d'utiliser cela comme une indication de traitement car les positions de tête de longue durée pourraient créer de l'arthrose au niveau du cou. Ainsi, même chez les jeunes, il est important de considérer cela comme le traitement d'un handicap. Et si nous pouvons traiter le schéma de manière adéquate, nous pouvons rétablir la position normale de la tête et rétablir la vision binoculaire en position primaire, bien sûr, mais aussi éliminer la possibilité d'une invalidité à long terme due aux modifications des muscles du cou. Le strabisme peut également survenir après une chirurgie du strabisme ou de l'orbite, par exemple après une transposition antérieure de l'oblique inférieur, après un resserrement de l'oblique supérieur, après une chirurgie de décollement de la rétine ou après un traumatisme avec fracture de l'orbite et piégeage musculaire. Et alors le traitement consisterait alors à s'attaquer à la cause sous-jacente. Enfin, si l'étiologie n'est pas claire, l'examinateur peut être amené à poursuivre des études complémentaires. Il peut être nécessaire d'effectuer des examens horizontaux ou verticaux, ou les deux. Il existe également un test de duction forcée en torsion qui a été décrit dans la littérature pour aider à définir toute anomalie des muscles orbitaires ou oculaires. Il peut être nécessaire de recourir à l'imagerie, soit à la TACO, soit à l'IRM, si l'on cherche à déterminer la position des muscles ou la pathologie à l'intérieur de l'orbite. Enfin, la visualisation directe de l'anatomie des muscles oculaires lors d'une intervention chirurgicale peut s'avérer nécessaire pour déterminer la cause de l'anomalie. Après la section des définitions et des perles cliniques, nous allons maintenant passer aux exemples cliniques des différents modèles alphabétiques. Nous allons commencer par l'exotropie de type A et sa variante de type lambda, puis l'ésotropie en A, puis l'exotropie de type V avec ses variantes EQ et T,
puis l'ésotropie en V avec le schéma en demi-V ou en flèche, le schéma X qui est généralement une exotropie, et enfin un motif en diamant. Commençons par l'exotropie de type A. Comme je l'ai mentionné précédemment, la première chose à déterminer est la présence ou l'absence de vraie sur- ou sous-action des muscles obliques. Dans ce cas, il s'agit d'une sur- ou d'une sous-action de l'oblique supérieur ou de l'oblique inférieur. Voici un tableau montrant un patient atteint d'une exotropie A avec des suractions du muscle oblique supérieur. Il y a le schéma A avec les obliques supérieurs en hyperaction. Vous pouvez voir la force abductrice, l'action secondaire des obliques supérieurs agissant dans le regard vers le bas. Il s'agit d'une exotropie de type A sans dysfonctionnement des muscles obliques, et nous devrions rechercher l'une des autres causes pour déterminer l'étiologie de ce schéma. Le schéma du sous-type lambda présente un exoshift ou un esoshift réduit, principalement de la position primaire vers le regard, vers le bas, comme chez ce patient qui a les yeux assez droits et le regard vers le haut en position primaire, mais qui présente un changement significatif vers une grande exotropie dans le regard vers le bas. Dans l'exotropie en A, encore une fois, on recherche d'abord des anomalies des muscles obliques, des obliques supérieurs en hyperactivité ou des obliques inférieurs en sous-activité, ou les deux. Dans le cas présent, il s'agit d'un patient présentant une exotropie de type A avec hyperaction des obliques supérieurs, comme on peut le voir en regard en bas et dans chaque œil, et une sous-action des muscles obliques inférieurs antagonistes. Il s'agit d'une exotropie A, du regard vers le haut au regard vers le bas, mais sans dysfonctionnement des muscles obliques dont il faudrait déterminer la cause avec l'une des autres étiologies possibles. Passons maintenant au schéma en V. Dans le cas d'une exotropie en V, il faut d'abord rechercher un dysfonctionnement des muscles obliques, en l'occurrence une hyperaction de l'oblique inférieur ou une hypoaction de l'oblique supérieur. Comme vous le voyez dans ce cas, un jeune homme atteint d'une exotropie en V avec des hyperactions de l'oblique inférieur ainsi que des sous-actions de l'oblique supérieur. La cause de ce schéma est l'augmentation de l'effet d'abduction des obliques inférieurs dans le regard vers le haut et la réduction de l'effet d'abduction des obliques supérieurs dans le regard vers le bas. Il s'agit d'une exotropie en V, mais cette fois sans dysfonctionnement des muscles obliques, comme on le voit ici. Il existe deux sous-types, le schéma en YAC et le schéma en T, dans lesquels on observe une exotropie principalement de la position primaire vers le haut du regard. On l'observe généralement en cas de positionnement anormal du droit horizontal, comme dans les déplacements de poulies ou dans diverses anomalies mécaniques ou d'innervation, comme dans le syndrome de Duane ou de Brown. Voici un exemple qui montre qu'en position primaire, les yeux sont bien alignés. Remarquez qu'il n'y a pas d'hyperdéviation dans le regard à droite et à gauche. Lorsqu'il regarde vers le haut, il y a une divergence significative des yeux. Ainsi, alors que l'alignement est bon dans le regard vers le bas en position primaire, il y a une grande divergence des yeux dans le regard vers le haut. Mais comme il n'y a pas d'hypertropie dans les regards latéraux et que ce patient n'avait pas de torsion du fundi, il faut soupçonner qu'il ne s'agit pas d'une véritable dysfonction des muscles obliques, mais d'une pseudo-hyperaction des obliques inférieurs, ce qui nous amène à examiner certaines des autres causes que nous avons mentionnées afin de déterminer l'étiologie et, par conséquent, le traitement approprié. L'ésotropie en V, encore une fois, il faut d'abord examiner les hyper- ou sous-actions des muscles obliques, dans ce cas, les hyper- ou sous-actions de l'oblique inférieur, ou des sous-actions du muscle oblique supérieur, ou les deux, comme dans ce cas, un schéma en V avec des hyperactions de l'oblique inférieur. Il s'agit d'un patient présentant un schéma en V sans dysfonctionnement des muscles obliques, et vous pouvez voir ici qu'il y a un schéma en V allant du regard vers le bas au regard vers le haut, mais sans anomalie des muscles obliques. La sous-catégorie du demi-V ou de la flèche
présente plus de déviation de l'iso ou moins d'exodéviation, principalement de la position primaire au regard vers le bas, et s'accompagne généralement d'un affaiblissement du muscle oblique supérieur, généralement des paralysies de l'oblique supérieur, principalement avec des sous-actions de l'oblique supérieur, comme vous le voyez chez ce jeune homme qui a un assez bon alignement en position primaire, mais qui, lorsqu'il regarde vers le bas, présente un glissement significatif vers l'ésodéviation. Dans le regard vers le haut, ses yeux sont droits. Dans le regard primaire, ils sont droits, mais dans le regard vers le bas, il y a une déviation marquée ésotropique due à la sous-action des obliques supérieurs dans cette paralysie bilatérale de l'oblique supérieur ou du quatrième nerf crânien. Le strabisme en X est généralement observé dans les exotropies à grand angle et de longue date. Il peut également être observé dans les exotropies congénitales ou infantiles. Voici un exemple. Une jeune femme avec une exotropie en position primaire qui présente une augmentation exotropique, augmentation dans le regard vers le haut et une augmentation de l'exotropie dans le regard vers le bas. Et si vous regardez les 4 actions des muscles obliques, il peut s'agir d'une véritable hyperaction des obliques, mais aussi d'une pseudo-hyperaction due à des anomalies de l'innervation ou des propriétés mécaniques des muscles droits latéraux. Enfin, le schéma en diamant. Ce n'est pas un schéma que vous rencontrerez fréquemment, mais on l'observe lorsque les muscles droits médiaux sont tendus. Et il se manifeste, comme le montre ce diagramme, par un déplacement important en ésolos depuis la position primaire vers le regard en haut et depuis la position primaire vers le regard en bas. Il y a au moins 10 dioptries prismatiques de changement depuis la position primaire jusqu'au regard vers le haut et de la position primaire vers le regard en bas. Nous sommes arrivés à la dernière partie de cet exposé qui traite des principes des approches de traitement. Une grande partie de ce dont je vais parler consiste à appliquer certains des points que nous avons abordés dans les 2 premières sections. Le premier aspect du traitement est le même que dans toute situation médicale. Il s'agit donc d'un strabisme à syndrome alphabétique. Celui-ci nécessite-t-il réellement un traitement? Est-il symptomatique pour le patient comme une diplopie dans l'une des positions du regard? Comme nous l'avons évoqué précédemment, existe-t-il une posture compensatrice de la tête? Si elle n'est pas corrigée, elle peut entraîner des problèmes mécaniques secondaires au niveau du cou. Y a-t-il un impact sur la position primaire ou le regard vers le bas, qui sont les positions les plus importantes pour les activités quotidiennes de la plupart des patients? Existe-t-il un champ de vision binoculaire utile à ce stade? Même s'il y avait un syndrome alphabétique, le patient dispose-t-il d'un bon champ de vision binoculaire simple qui peut lui permettre d'effectuer les activités qu'il aime faire dans la vie quotidienne? Enfin, si la cause est un autre problème médical, tel qu'un syndrome crânio-facial, y a-t-il d'autres chirurgies, non oculaires nécessairement, que ce patient subira et qui pourraient affecter le positionnement des yeux dans une ou plusieurs positions du regard, et donc susceptibles de modifier ou d'éliminer le schéma simplement en corrigeant l'affection médicale sous-jacente? Ce sont donc des questions différentes qu'il faut se poser avant de déterminer si un patient a réellement besoin d'un traitement. Et le patient a-t-il réellement besoin d'un traitement chirurgical? Si vous déterminez qu'une intervention est nécessaire, peut-elle être faite par des options non chirurgicales, y compris des prismes pour des directions spécifiques du regard, comme la lecture qui est importante dans la position du regard vers le bas, divers moyens optiques avec des lunettes à double foyer, par exemple, pour l'ésotropie du regard vers le bas, comme l'occlusion ou les filtres s'il s'agit d'un cas de strabisme complexe, ou une correction optique séparée pour la vision de près et la vision de loin. Tous ces patients n'ont donc pas besoin d'un traitement et tous les patients souffrant d'un strabisme complexe n'ont pas nécessairement besoin d'un traitement chirurgical. Mais si vous déterminez que la chirurgie est le plan le plus approprié, il faut alors se pencher sur l'étiologie du strabisme de type et déterminer un plan qui tentera de maximiser le champ de vision binoculaire unique, certainement de réduire le schéma alphabétique, et d'obtenir une vision binoculaire simple et, si possible,
dans les 30 degrés dans toutes les directions à partir de la position primaire. C'est le but ultime de toute chirurgie de strabisme incomitant. Il faut déterminer s'il s'agit d'un strabisme post-chirurgical ou post-traumatique. Il faut ensuite définir la pathologie orbitaire et c'est peut-être là que le traitement doit être abordé. Pour en revenir à la perle clinique, si l'on recherche d'abord un dysfonctionnement d'un muscle oblique, il est logique que, dans la plupart des cas, vous travaillez sur les muscles obliques pour corriger le schéma. Les muscles obliques peuvent donc avoir besoin d'être affaiblis ou renforcés, ce qui permettra de réduire l'abduction là où elle est excessive, là où les muscles agissent trop, ou d'améliorer l'adduction lorsque la fonction des muscles obliques est déficiente. En même temps, cela réduira la torsion concomitante qui, comme nous l'avons mentionné, peut créer des vecteurs anormaux qui peuvent contribuer au schéma et il devrait également contribuer à l'élévation ou à la dépression lors de l'adduction. Dans ce cas, c'est un cas que je vous ai présenté plus tôt. Il s'agit d'une exotropie en V avec des hyperactions de l'oblique inférieur et des sous-actions de l'oblique supérieur. Et il est logique que pour réduire ce schéma le plus efficacement possible, vous affaiblissiez les obliques inférieurs et renforciez les obliques supérieurs. En affaiblissant les obliques inférieurs, vous réduirez la divergence du regard vers le haut et en renforçant les obliques supérieurs, vous améliorerez ses forces d'abduction et réduirez l'ésotropie dans le regard vers le bas. De la même façon, il s'agit d'une exotropie de type A que je vous ai montré plus tôt avec des hyperactions de l'oblique supérieur. La chirurgie visant à réduire ce type d'exotropie impliquera probablement un affaiblissement des obliques supérieurs. Je tiens à souligner un point clinique ici. Nous avons affaire à un regard vers le bas, qui est une position importante, et il est très important de la considérer dans le contexte de la fusion ou non du patient, dans le regard primaire et dans le regard vers le bas, parce qu'il faut être très prudent. Un affaiblissement significatif des obliques supérieurs peut provoquer des changements de torsion et affecter le verrouillage de la fusion chez un patient qui a déjà une fusion dans le regard vers le bas. Il faut donc sélectionner les muscles appropriés pour essayer de réduire ce risque. Nous voudrions juste faire une remarque sur la combinaison de la chirurgie du droit horizontal avec l'affaiblissement du muscle oblique. Il y a une question à laquelle il faut répondre avant d'entreprendre ces procédures. Si vous essayez de corriger le problème du muscle oblique et le problème horizontal en même temps, devez-vous modifier les dosages habituels du muscle droit horizontal que vous utilisez pour la déviation de la position primaire si vous procédez à une chirurgie simultanée du muscle oblique? En d'autres termes, si vous opérez les muscles obliques, cela peut-il avoir un effet sur l'alignement horizontal de la position primaire, qui vous obligera à modifier le nombre de millimètres de renforcement ou d'affaiblissement que vous ferez pour l'alignement horizontal? Pour l'affaiblissement du muscle oblique supérieur, cela dépend vraiment, à mon avis, du type d'intervention. Plus l'intervention est puissante, comme une ténotomie nasale ou une ténectomie des obliques supérieurs, vous pouvez créer un déplacement secondaire dans la position primaire qui est prévisible. Pour les chirurgies plus légères des obliques supérieurs, il se peut que vous n'induisiez pas de changement de position primaire dont il faudrait tenir compte. La littérature montre donc un éventail allant de l'absence d'effet jusqu'à 12 dioptries de prisme de changement dans la position primaire à la suite d'un affaiblissement de l'oblique supérieur. Qu'en est-il de l'oblique inférieur? Le consensus est qu'il n'est pas nécessaire de modifier les dosages horizontaux. Cependant, 2 articles traitent spécifiquement de l'ésotropie infantile en V et de l'exotropie acquise en V qui ont montré des déplacements résultant de l'affaiblissement des muscles obliques dans ces cas-là, lorsqu'ils étaient combinés à une chirurgie du muscle droit horizontal. Il peut donc y avoir dans ces 2 cas spécifiques des indications pour modifier vos dosages horizontaux afin de reculer les muscles un peu plus si vous faites des récessions du droit médial, par exemple, pour ajouter un peu aux récessions si vous faites une réparation combinée de l'ésotropie en V ou de l'exotropie en V.
Dans le cas d'une réparation d'une exotropie en V, il peut donc être nécessaire d'effectuer moins de récession du droit latéral dans ces cas pour éviter la dérive de l'ésotropie qui peut se produire. Ce phénomène est en fait prédit par le programme Orbit, développé par Joe Miller à San Francisco. Il s'agit d'un programme de simulation qui a prédit la dérive que l'on peut obtenir en opérant les muscles obliques et en réorientant les poulies des muscles oculaires de manière à ce que les muscles droits, médial et latéral soient plus horizontaux. Il existe donc une simulation qui prédit ce phénomène. Mais dans la pratique clinique, la plupart des collègues ne pensent pas qu'il faille modifier les dosages horizontaux. Si vous n'avez pas de dysfonctionnement significatif des muscles obliques, vous avez plusieurs options dont nous allons parler maintenant. Il est possible de transposer les muscles droits horizontaux ou verticaux, d'incliner les insertions des muscles droits horizontaux, restaurer les positions des poulies hétérotopiques si elles se trouvent dans des positions anormales, et la ténotomie partielle des muscles droits qui a été préconisée sur la base des travaux sur la compartimentalisation qui ont été réalisés. En déplaçant les muscles droits, le principe est de déplacer les muscles droits médiaux vers l'apex du schéma, en éloignant les muscles droits latéraux de l'apex du schéma. Et dans le cas des transpositions verticales des muscles droits, vous voulez ouvrir le schéma là où il est fermé, près de l'apex, ou le fermer là où il est ouvert. L'un des principes à déterminer ici est l'importance du décalage si l'on veut déplacer les muscles droits. Nous discutons généralement de décalage allant jusqu'à 5 mm, ce qui correspond à une demi-largeur de tendon. Il est important d'étaler la nouvelle insertion musculaire. Il y a deux façons de procéder. On peut décaler directement, comme vous le voyez sur ce schéma, où l'on garde l'insertion musculaire parallèle à sa position d'origine. Il existe une autre option qui consiste à déplacer le muscle droit d'une demi-largeur de tendon, dans ce cas, en l'orientant le long de la spirale de Thilliot. D'après mon expérience, je n'ai pas constaté de différence majeure dans l'effet en termes de nombre de dioptries corrigées avec l'une ou l'autre de ces options. Mais certains praticiens sont fermement convaincus qu'il faut placer le tendon le long de la spirale de Thilliot. Je trouve que si l'on fait deux décalages, soit un médial ou latéral sur chaque œil, ou les deux muscles sur le même œil, vous pouvez corriger environ 15 à 20 dioptries de prisme. En effectuant des décalages d'une demi-largeur de tendon, on rapproche les muscles droits médiaux de l'apex et on éloigne les muscles droits latéraux. Et pour ce schéma en V, vous déplacez les muscles droits latéraux vers le haut et les muscles droits médiaux vers le bas. L'inverse est vrai pour les schémas en A. Les muscles droits médiaux doivent être déplacés vers le haut en direction de l'apex et les muscles droits latéraux vers le bas en direction de la partie ouverte du schéma. Si vous décidez de déplacer les muscles droits de plus de 5 mm, vous risquez d'aggraver la torsion comme nous l'avons vu précédemment, et il faut en être conscient chez les patients qui ont une fusion. Par exemple, si vous avez un œil droit et que vous travaillez sur le droit interne droit, si vous déplacez ce muscle vers le bas de plus de 5 mm, dans ce cas, il s'agit d'une largeur de tendon complète, vous créez une extorsion de l'œil et vous devez en tenir compte. Et si cela pose un problème, avec un patient qui fusionne, il faudra peut-être réduire la transposition à 4 ou 5 mm, ce qui est plus traditionnel. Pour les muscles droits verticaux, vous les déplacez. Pour le muscle droit supérieur dans ce schéma en V, vous les déplacez vers l'intérieur ou médialement sur l'œil afin d'amener la partie ouverte du schéma plus vers la ligne médiane. Si vous travaillez sur les muscles droits inférieurs, vous voulez ouvrir le schéma et vous déplacerez donc les muscles dans le sens temporal. Si le schéma est à l'inverse, vous déplacerez les muscles droits supérieurs latéralement afin d'ouvrir le schéma et les muscles droits inférieurs vers l'intérieur afin de réduire la partie ouverte du schéma.
Je constate également que le mouvement de deux muscles dans le plan permet de corriger les 15 à 20 dioptries du prisme A ou V. Pour les schémas IET, ces strabismes sont souvent dus non pas à des problèmes de muscles obliques, mais plutôt à des malpositions de poulies ou à une mauvaise intervention des muscles droits horizontaux. Voici ce jeune homme que je vous ai montré plus tôt, qui a un assez bon alignement en primaire, mais qui a un schéma en IOC, en passant de la position primaire au regard vers le haut, à cause d'une pseudo-hyperaction des obliques inférieurs, ce qui signifie que, dans ce cas, nous ne devons pas traiter les muscles obliques, mais plutôt déplacer les muscles droits latéraux vers le haut. Et ceci, dans ce cas, va corriger le schéma chez ce jeune homme. Il existe une autre option utilisée par nos collègues qui consiste à incliner les insertions des muscles droits, comme le montrent ces diagrammes. Mais il y a deux écoles de pensée. Une école de pensée corrigera le schéma en V en déplaçant le pôle inférieur. Dans ce cas, un muscle droit médian déplacera le pôle inférieur plus en arrière que le pôle supérieur pour essayer d'obtenir plus d'action dans le regard vers le bas. Et pour un schéma en A, on ferait l'inverse, c'est-à-dire qu'il y aurait plus de récession dans la partie supérieure du muscle vers sa nouvelle position que dans la partie inférieure. Cependant, l'inverse semble également fonctionner. Il existe donc des articles qui montrent des séries où travailler sur un modèle A peut en fait être corrigé en déplaçant le pôle supérieur du droit médial moins que le pôle inférieur. Et de la même façon, les schémas V peuvent être corrigés en déplaçant le pôle inférieur moins que le pôle supérieur. Il semble donc que les deux options puissent fonctionner. Une autre approche du traitement consiste à rétablir la position des poulies. Un déplacement inférieur des poulies du droit latéral entraîne une distorsion et un schéma en V, et c'est un exemple où il faut penser au-delà des muscles obliques et envisager d'autres causes, car le traitement correct de cette situation particulière consisterait à repositionner les poulies du muscle droit latéral vers le haut. Un déplacement inférieur des poulies du muscle droit médial provoque une intorsion et une exotropie de type A, ce qui peut être corrigé en repositionnant les poulies du muscle droit médial vers le haut. Nous avons mentionné précédemment de nouveaux travaux qui montrent la compartimentalisation des différents muscles oculaires droits, et l'application de ces travaux consiste à travailler sélectivement sur une partie des muscles droits pour améliorer l'abduction ou l'adduction selon les besoins dans différentes positions du regard, et elle a été appliquée à la ténotomie partielle des muscles afin de corriger les schémas. Donc, dans un schéma A, une option que certains collègues ont suggérée est de faire une ténotomie des 2/3 inférieurs du droit interne. Et s'il s'agit d'un schéma en V, de faire une ténotomie sélective de la moitié supérieure du muscle droit médial. Quelques derniers points sur les approches chirurgicales. Dans le cas d'un demi-V ou d'un schéma en flèche avec extorsion, l'un des traitements que nous proposons est une chirurgie unilatérale de Harada-Ito ou de type Harada-Ito. Et si vous procédez à la modification de Fels en déplaçant les fibres antérieures de l'oblique supérieur vers le bord supérieur du droit latéral et en les déplaçant vers l'arrière, vous corrigerez une partie de l'effet d'abduction de l'oblique supérieur, vous améliorerez l'effet d'abduction de l'oblique supérieur et vous pourrez corriger jusqu'à 8 à 10 prismes dioptries du décalage ésotropique dans le regard vers le bas. Une intervention de type Harada-Ito peut donc corriger à la fois la torsion et une partie du schéma du regard primaire vers le bas. D'après mon expérience et celle de divers auteurs, pour vous donner une idée de la quantité de schémas qui peut être corrigé par des interventions sur les muscles obliques, si vous faites des ténotomies obliques supérieures bilatérales ou des ténectomies médianes, il s'agit de procédures très puissantes qui peuvent corriger jusqu'à 30 ou 40 dioptries d'un schéma A, ce qui signifie que les procédures sélectives moins puissantes d'affaiblissement de l'oblique supérieur corrigeraient proportionnellement une moindre partie du schéma.
Et si l'on pratique des myectomies de l'oblique inférieur comme principale procédure d'affaiblissement, j'ai constaté que l'on peut généralement corriger jusqu'à environ 20 dioptries prismatiques, bien que certains auteurs aient dit avoir corrigé jusqu'à 25 dioptries d'un schéma V. En résumé, il s'agit d'un sujet très complexe. J'espère vous avoir donné quelques conseils cliniques pour naviguer dans cette série de cas de strabisme très complexes. Nous avons discuté des différentes définitions de ces schémas et des conseils cliniques pour examiner ces patients et de déterminer les étiologies. Nous avons discuté des exemples cliniques de ces différents syndromes alphabétiques et de leurs sous-catégories. Enfin, nous avons abordé les principes et les approches de traitement qui doivent être individualisés pour tous ces patients. J'aimerais remercier les organisateurs de cette série de m'avoir invité à donner cette conférence. Je tiens à remercier le Dr Kushner pour sa présence en coulisses et son aide à la coordination. Et à vous tous, j'espère que vous apprécierez cette série. J'espère que vous trouverez les informations utiles dans le cadre de cette merveilleuse spécialité qu'est le strabisme, et je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie, Steve. Comme prévu, c'était clair, concis, très complet, et je pense que c'était tout simplement un excellent travail. J'aimerais faire quelques commentaires et peut-être poser une question. J'aimerais dire, entre parenthèses, que concernant le cas typique de la pseudo-hyperaction du petit oblique inférieur que vous avez décrit avec le bipattern, une vidéo du cas d'index est disponible pour être visionnée dans la conférence sur le strabisme vertical dans le cadre de cette série. J'étais en train de réfléchir au fait que j'ai pris la vidéo lorsque cette patiente avait 6 ans et qu'elle a maintenant une trentaine d'années et qu'elle n'a jamais changé et n'a jamais eu besoin de faire quoi que ce soit, ce qui souligne ce que vous avez dit, Steve, que nous devons déterminer si un patient a même besoin d'un traitement parce que certaines de ses conditions sont stables. Il s'agit d'une fille qui était tout à fait asymptomatique. J'aimerais également souligner un point que vous avez soulevé, à savoir le paradoxe suivant. Lorsque nous transposons les muscles droits, disons, dans le but de traiter un schéma, cela fonctionne toujours dans la direction opposée à la torsion qui l'accompagne et que nous voulons peut-être traiter. En d'autres termes, le schéma en VET, les schémas en V sont souvent associés à des S-cyclos en raison de l'hyperaction de l'oblique inférieur qui y est associée. Si nous déplaçons les médians vers le bas pour traiter le schéma en V, cela aggravera la cyclotropie, l'ex-cyclotropie en X. Et là où c'est le cas, je pense que c'est la même chose. Et là où c'est, je pense, particulièrement important sur le plan clinique, c'est qu'il est bien connu que dans le traitement des maladies oculaires thyroïdiennes, si nous procédons à de grandes récessions bilatérales du droit inférieur, nous finissons par obtenir un schéma en A avec un cyclo. J'entends certains collègues dire qu'ils évitent cela en transposant les muscles droits inférieurs en nasal lorsque je les rétracte pour diminuer le schéma en A. Cela aggravera la ex-cyclotropie. Il n'y a pas d'autre moyen de l'éviter. Cela aggravera la ex-cyclotropie. D'autres collègues m'ont dit qu'ils transposaient les muscles droits inférieurs dans le sens temporel pour diminuer le ex-cyclo, ce qui va aggraver le schéma A. Il faut donc toujours garder ce paradoxe à l'esprit. Il faut donc toujours garder ce paradoxe à l'esprit. Je suis curieux. J'aimerais savoir si vous pensez que la transposition des muscles droits pour traiter un schéma est moins efficace chez les patients qui ont un dysfonctionnement des obliques par rapport aux patients qui n'en ont pas. J'ai entendu certaines personnes dire que la transposition des muscles droits fonctionne bien s'il n'y a pas de dysfonctionnement oblique, mais s'il y a un dysfonctionnement oblique, même s'il est faible ou modéré, elle est moins efficace. Avez-vous une idée à ce sujet? Je pense que c'est une question de degré si les muscles obliques agissent trop ou pas assez. Je pense que dans ce cas, la compensation des muscles droits en tant que procédure primaire serait moins efficace parce que vous n'annulez pas
les vecteurs d'abduction ou d'adduction des muscles obliques s'ils agissent trop ou trop peu. Je pense que si vous avez, comme vous l'avez mentionné, disons une hyperaction légère à modérée des muscles obliques, alors il se peut que les compensations du muscle droit aient un impact significatif sur le schéma parce que vous avez affaire à des vecteurs qui peuvent être combinés, soit des problèmes combinés des muscles droits horizontaux ou verticaux, ainsi que des problèmes des muscles obliques. Je pense donc qu'il s'agit d'une question de degré de dysfonctionnement des muscles obliques pour savoir si vous obtiendrez beaucoup ou peu de résultats de la compensation des muscles droits. Je vous remercie. Je pense que cette réponse est logique et je pense qu'elle est également cohérente avec ma propre expérience clinique. Je pense qu'une fois encore, j'aimerais vous remercier, Steve, d'avoir pris le temps de faire ce travail. Et je tiens à remercier tous les téléspectateurs d'avoir pris le temps d'écouter cette conférence. J'espère que si vous l'avez trouvé utile, ce dont je suis sûr, vous écouterez les autres conférences de cette série. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne nuit, un bon après-midi ou un bon matin, selon l'endroit d'où vous regardez. En vous apportant ce cours vidéo, je vous adresse de nombreux remerciements. Merci d'avoir visionné le cours vidéo sur le strabisme. Nous espérons que vous l'avez trouvé stimulant et éducatif et que vous partagerez ces connaissances avec d'autres. À One World, One Vision, nous remercions chaleureusement les conférenciers qui ont partagé leurs années d'études pour rendre ce cours vidéo utile et bien sûr à Bert Kouchner qui a assumé la charge, heureuse nous l'espérons, du développement et de la modération. Nous remercions également le conseil d'administration pour ses conseils constants. Nous remercions nos donateurs pour leur soutien financier qui a rendu possible ce cours vidéo. Un énorme merci à l'équipe vidéo de Sweet Sadie pour les efforts extraordinaires qu'elle a déployés afin de rendre ce cours à la fois visuel et auditif extraordinaire. Et pour leurs conseils techniques aux conférenciers. Merci à Rachel, Tim, Eddie et Bill. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons, rendez-vous sur notre site web www.oneworldonvision.org. Enfin, si vous avez des commentaires, des pensées ou des idées, vous pouvez m'envoyer un courriel à owov2o2o@gmail.com. Au revoir.